vallées de Roya et Vermenagne, qui sont inclus dans ce projet Alcotra, sont situées des deux côtés du col de Tende. Le col de Tende, c'est une voie de communication ancestrale qui est utilisée depuis le Moyen-Âge et même avant. C'était à une époque la route du sel qui reliait le Piémont, la Savoie, à Nice, qui était un port important des États de Savoie. I carrettieri erano l'economia di Limone. 1700-1800 il paese aveva, ma qualcuno esagera, parla di 3000 muli, ma io in base a altri documenti direi che aveva un 500 muli. Con questi muli salivano su sul colle di Tenda e scendevano dall'altra parte, ma salivano con qualunque tempo, anche d'inverno, grano, segale, portavano paglia, fieno e riportavano in Italia anzitutto il sale. C'era la via del sale ufficiale, quella passava per il Colle di Tenda, prima Colle Alto, poi Colle Tunnel, però lì dovevano pagare il dazio. E allora, come in tutte le cose, c'erano molti, ma molti limonesi che facevano i contrabbandieri, evitavano Tenda fino al 1570. I conti di Tenda comandavano Limone e anche Vernante. E allora si pagava il passaggio del sale. La riserva naturale del Bosco dei Laghi Palanfra è nata nel 79, istituita dall'amministrazione comunale, più che altro è nata perché c'era sta bandita, una faggeta un po' particolare, perché parte dal 1400 e arriva fino a 1700 metri, quindi i boschi di faggio non è che arrivino sovente a quelle altezze. Il peso della neve che grava sui fusti, quindi li ha resi molto particolari. Palanfra nei primi anni del Novecento vivevano sui 400 abitanti, adesso, quindi non c'era la strada carrozzabile, c'era un sentiero, andavamo a sfalciare fino su al passo della Mena, cioè quasi a 2200 metri, e poi vivevano un po' di bracconaggio, un po' di contrabbando, perché dal passo della Mena si scende giù nel vallone del Sabbione, quindi da lì si può collegare verso la Francia, verso la via del Sale. E quindi poi confinando con la Francia, quindi dall'altra parte c'era il parco naturale, cioè il parco nazionale del Mercantour, quindi si è creato questo gemellaggio di collaborazione che dagli anni 90 e tuttora che persiste. Siamo nel comune di Roccavione, all'interno del quale sorge il sito archeologico di Bec Berciassa. Il sito archeologico è stato scoperto nel 1931 dal professor Rittatore von Willer, un grande studioso, poi un famoso etruscologo, che riconobbe in alcune tracce su questa altura i segni di abitazioni che lui chiamò fondi di capanna. Queste popolazioni da questo insediamento d'altura potessero avere un controllo sicuramente sui passaggi circostanti, soprattutto correlato all'attività anche agropastorale, quindi di transumanza verso le alte quote, per esempio appunto quelle del Monte Bego. L'insediamento viene abitato, dai dati archeologici sappiamo, stabilmente dalla fine dell'età del bronzo, siamo nel IX-VIII secolo a.C., per tutta l'età del ferro fino alla romanizzazione del territorio, che qui avviene nel II secolo a.C. La datazione dell'insediamento è straordinaria e rende il sito unico per le Alpi Marittime,
anche rispetto agli altri siti archeologici del nostro territorio. Le antiche popolazioni della Valle Menagna probabilmente le possiamo chiamare celto-liguri, quindi avevano nel Bec Berciassa il sito principale di controllo della zona a sud dell'attuale Cuneo, della pianura cuneese, e di passaggio importante transfrontaliero. Bienvenue au Musée des Merveilles. Donc, ce musée a été inauguré en 1996 par le département des Alpes-Maritimes et qui, sur 900 mètres carrés d'exposition, va nous raconter l'histoire de la région du Montbéliard, plus généralement de la Haute-Vallée de la Roya, et depuis le néolithique moyen. Dans ce paysage spectaculaire d'érosion glaciaire, il y a la couleur des roches qui va très certainement attirer les hommes. On voit le Montbéliard de loin, on sait qu'il y a une récurrence des orages parce qu'on observe beaucoup la nature à l'époque, on est encore très lié à elle. On arrive dans ces territoires inexplorés, pas forcément plus hostiles qu'aujourd'hui au niveau du climat, un climat peut-être même un peu plus doux à l'époque. Et puis la richesse intrinsèque du site, l'éloignement, la résonance du tonnerre, le nombre d'abris naturels, le nombre de sources, le nombre de lacs et des pâtures particulièrement riches pour les bêtes vont faire qu'à partir de l'âge du cuivre, donc il y a 5500 ans, les hommes se mettent très certainement à fréquenter ce site de manière estivale pour leur transhumance. Les bergers montent, on ne peut pas réellement cultiver dans ces vallées, donc c'est plutôt une vallée pastorale, même si on pense que la logistique agricole reste un peu plus bas dans les vallées, notamment peut-être aux alentours de Tende et de la Brigue. Là, on est au monastère de Saorge, c'est un monastère franciscain, un couvent franciscain du XVIIe siècle. Aujourd'hui, il n'y a plus de frères franciscains évidemment dans le bâtiment. Les derniers sont partis en 1988. Les franciscains viennent là, ils restent pour 3 ans. C'est la durée plus ou moins d'une épidémie de peste. Et à la fin de cette épidémie de peste, les gens de Saorge veulent faire tout le possible pour se garder ces franciscains dans le village. Et donc ils vont mettre à disposition le terrain pour édifier et les matériaux pour le faire. Et on le fait dans le style de l'époque. On est au XVIIe, dans une région où on a le baroque. Et donc, exceptionnellement, on se fait un couvent baroque. C'est quelque chose d'inusuel. On ne le voit pas souvent, effectivement. Donc ça explique bien pourquoi, encore aujourd'hui, le bâtiment est quelque chose d'extraordinaire. C'est le seul couvent baroque qui reste en France. Après, voilà, 1860, on sait, Comté de Nice passe à la France, les frontières bougent, et au bout d'un moment, on se retrouve avec un petit patrimoine baroque en France, inattendu, complètement inattendu. Aujourd'hui, le monastère il est ouvert au public, avec la création entre-temps d'une résidence pour écrivains. Les résidences durent plus ou moins un mois, donc chaque mois, on change d'équipe d'artistes, on pourrait dire. Et c'est arrivé effectivement des artistes qui sont venus ici en résidence. Et les années suivantes, on continue à venir à Saorge, pas à la résidence du monastère, mais chez les particuliers. Fontan, c'est un village-étape, une aire d'autoroute. Je crois que c'est très récent comme village. C'est là où on faisait boire le cheval et on refaisait les provisions pour pouvoir aller passer le col de Tende après, qui, à mon avis, devait être assez difficile d'accès. En 1944, pendant la guerre, les Breillois ont dû quitter le village, ont dû fuir. La totalité du village est partie. Certains sont montés dans les campagnes et d'autres ont pris la route pour aller à Turin, à pied, avec un départ de nuit sous la pluie. Et j'ai entendu ma grand-mère raconter cette histoire que les fontanés sur la route ont ouvert leurs portes, leur ont donné à manger et les ont accueillis. Donc il y a aussi, ces endroits de passage sont aussi des endroits d'accueil et de générosité. Ils ont été déportés à Turin et ils sont restés plus de 6 mois. Toute la population breilloise. Ici dans la Roya, les gens ils pensent que Fontan c'est un village de passage. Ils ne connaissent que la route et la boulangerie, parce que la tourte est bonne. Mais un jour, j'ai fait un spectacle ouvert au public et j'ai compris que les Saorgiens n'étaient jamais rentrés à l'intérieur de Fontan, n'avaient jamais traversé la nationale. Et quand, au fur et à mesure de la visite, je voyais les Saorgiens qui disaient « mais c'est vachement beau, ils ont des super jardins », etc. Donc, pour dire que souvent, c'est un village qu'il ne faut pas se contenter de traverser, il faut s'arrêter, aller manger un bout de tourte,
aller boire un café et visiter les jardins derrière, parce que c'est assez incroyable. Sono contenta adesso Brigasca, de estar a Briga, perché è un paese tranquillo e dove si sta bene e tanta gente che arriva da villa, li sono contenti di venire in Gicastà e tanti si sono cattati di Cai e vengono a passare sta e vengono a passare le sabbie du domingo e così a Briga. On faisait la transhumance, donc les bêtes, elles partaient au mois de novembre, nous partions à côté de Cannes, donc il y en a beaucoup qui partaient faire la transhumance en Italie. Nous, on faisait la transhumance en France, donc on partait à la Roquette-sur-Siagne, et donc on passait l'hiver donc en transhumance à Cannes, et on remontait à la Brigue à la Fermée. Donc on arrivait à la Brigue à la Fermée, donc les bêtes faisaient un palier de à peu près un mois et demi ici, avant de repartir en montagne. Après, les bêtes partaient en haute montagne, elles allaient là-haut au plateau de la Marta, qui se trouve sur commune de la Brigue, mais vraiment sur la frontière italienne. Donc les bêtes restaient là-haut 3 mois à l'alpage. Et ensuite, au mois de septembre, avant que les bêtes commencent à annuler, à faire les petits, donc, et puis après, avec le temps, il fallait redescendre. Et les bêtes redescendaient sur le village et attendaient jusqu'au mois de novembre pour repartir en transhumance. Siamo qua a Robilante, nella zona delle Marme, per raccontarvi una storia. La storia che vi vogliamo raccontare oggi è la storia di Giorgio Bertaina. Lo chiamavano George de Snive. Nel 1900 Giorgio abitava a Snive, che è su in alto a 1200 metri, e faceva il contadino come tutti. Ma George aveva un'arte, aveva una particolarità rispetto a tutti noi, agli altre persone. George scolpiva. Con un semplice coltello Bernantino, George faceva cose come queste. E si accorge che da un pezzo di legno, lavorando col coltello, di punta e di taglio, riusciva a tirare fuori qualcosa di interessante. Che so, un'aquila, un camoscio, un uomo, una donna, quelli che si sposavano, che ballavano. E poi ha scoperto anche che si poteva raccontare le storie su un bastone. Ne abbiamo di questi bastoni, 25 ne abbiamo trovati. Perché i bastoni raccontano una storia nello svolgimento del bastone stesso. Se provate a guardare, tutto attorno c'è un racconto. Aveva fatto e usava moltissimo come simbolo quelli con gli uccelli, con l'uva e con i serpenti. Erano una sua fissa i serpenti. Chissà perché. Quante statue ha fatto quei carabinieri che fermano i suonatori e non lasciano più andare avanti la festa? Ce n'è pieno di quelle statue. Oppure i carabinieri che arrestano i ladri. Ce ne sono di quelli carinissimi. Li abbiamo al museo della Fisarmonica qua a Robilante. Vi invitiamo a venire a vederlo. Ci troviamo alla stazione ferroviaria di Borgo San Dalmazzo, che è un tassello molto importante della storia non solo di Borgo San Dalmazzo, ma del territorio italo-francese che la ferrovia collega. Alla fine dell'Ottocento a questa stazione arrivava il re d'Italia, Umberto I. È stato il primo re che ha usufruito della ferrovia. Un altro episodio che vede al centro la stazione e la ferrovia è nella Seconda Guerra Mondiale, quando a Borgo furono rinchiusi appunto nell'ex caserma degli Alpini, Principe di Piemonte, 329 ebrei che poi vennero caricate su carri miseri, carri bestiame, simili a questi che oggi sono esposti e ne fanno la memoria, e vennero inviati prima a Drancy e poi a Auschwitz, dove appunto purtroppo furono uccisi. La Cuneo-Nizza, che collega proprio come un cuore, no? Francia e Italia, in un'opera di architettura che gli esperti ci dicono straordinaria, unica in Europa, è davvero un gioiello che va assolutamente conservato e valorizzato. Alors ici nous sommes à l'écomusée du Train des Merveilles. Il est consacré à la voie de communication, au train Nice-Turin. Cette voie ferrée s'est construite par petits morceaux, c'est-à-dire qu'en fonction des difficultés des relations franco-italiennes,
et en particulier des sections hélicoïdales, c'est-à-dire que pour que le train puisse prendre de l'altitude sans avoir des rampes trop fortes, il faisait tourner le train dans la montagne. Alors, dès que cette ligne a été mise en service, il y avait des trains qui conduisaient les voyageurs jusqu'à Berlin, depuis Nice, ou Genève depuis la Riviera, San Remo, et puis est arrivée la guerre. Et là, ça a été la catastrophe parce que les troupes allemandes, quand elles sont parties, elles ont tout détruit. Il a fallu attendre 1979 pour que cette voie ferrée soit à nouveau reconstruite, mise en service. Un Nice-Turin qui doit devenir un lien de communication entre nos deux régions, qui doit devenir un support au tourisme local. Voilà, on espère que ces prochaines années, on va retourner dans un cycle vertueux.